Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons voir une salle sur TryHackMe qui s'appelle Vulnet Internal. Dans cette salle, en fait, on va s'amuser à sauter de service en service pour obtenir à chaque fois des informations sur le service précédent qu'on va devoir exploiter jusqu'à arriver en interne sur la machine où en fait on va arriver à exploiter, à se connecter à un service qui tourne en local sur la machine. Bon, bah c'est parti! Bon, la machine est lancée. On va, première chose aussi, voilà. On va récupérer son adresse IP, sudo vi, et on va la rajouter dans notre etc host. Alors, hop, là, voilà, au hack.thm, ce qui nous simplifiera les commandes à taper après. Voilà. Mais avant de commencer, quelles sont les questions de cette machine? Nous avons 4 questions en fait, où en fait on va devoir trouver 4 flags. Le premier dans un fichier qui s'appelle service.txt. Le deuxième, internal flag. Ça ne nous dit rien, mais on le comprendra quand on le verra. Et enfin, le flag user et le flag root de la machine. Voilà, donc, on a notre fichier host qui est rempli. On n'a qu'à commencer par l'habituel nmapper. Alors, on va utiliser mon script nmapper sur all. Et c'est parti. Alors, nmap a fini. Ça nous a généré un fichier nmap.txt. On va l'ouvrir. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Donc, on a du port 22. On a du RPC bind. Voilà. Où on voit que l'on a du NFS dessus, donc on aurait un point de montage. On a du Samba ouvert, du rsync, donc le NFS, du Redis. Voilà, le point de montage, Monday, ok, tous les autres, on s'en fiche. Et bien, on va commencer notre énumération. Première énumération à faire sur cette machine, le Samba. Alors, pour ça, rien de plus simple. Je vais remonter là-haut. On va utiliser smb map, voilà, -h pour l'autre, hack.thm, et c'est tout. On lance cette commande. Donc elle tourne, voilà, et là, ce qu'elle vient de nous trouver, c'est donc print et IPC, et donc ça c'est des classiques, et un truc qui s'appelle share, Vulnet Business Shares, qui pourrait être intéressant. Pour voir si en version anonyme on pourrait y avoir accès, on peut aussi rajouter à cette commande le "-r", qui en fait va faire du récursif. C'est-à-dire que pour tous les partages Samba trouvés, il va essayer de rentrer dedans et de lister tout ce qu'il y a jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à lister, s'il y arrive. Donc voilà, et en fait s'il y arrive, cela veut dire qu'en fait on pourra y accéder de façon anonyme. On peut voir ici que dans share, il a réussi à lister étoile, où on a deux répertoires temp et data. Et on a aussi dans temp donc un service.txt et dans data un data.txt et un businessrec.txt. Et donc on va donc s'y connecter. SMB client, voilà, où on va taper le chemin réseau de ce partage en doublant les anti-slash justement pour les échapper, pour qu'elles soient comprises par la commande que l'on va taper. Donc hack.thm /anti/anti/ shares. Ça nous demande un mot de passe, on s'en fiche, on passe et nous voilà dedans. Donc on peut aller voir dans temp, ici, non, ls, voilà, et on a notre service.txt. Pour le récupérer, un get service.txt, voilà. Les autres, on s'en fiche. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a donc notre service.txt qui est, si on regarde la question demandée, celui-là. Donc si je fais un cat du service.txt, on se retrouve avec le premier flag à trouver. Hop, on va effacer ça. Donc on a notre premier flag. Nous allons continuer. Nous avions vu quel autre service il y a. On a eu le Samba. On a des points de montage NFS. Et donc, pour faire de l'énumération, de voir ce que l'on peut
monter chez nous, en fait, de cette machine distante, il y a une commande qui s'appelle show mount. Montre-nous les points de montage du domaine hack.thm. Et effectivement, il nous ressort qu'en fait, il y a un /opt/conf qui peut être monté. Et bien, c'est ce qu'on va faire, on va le monter chez nous. Donc, pour cela, alors je vais ouvrir une autre fenêtre, voilà. Donc, voilà, on est dans MNT. Ici, ben, on va se faire un sudo, parce que sinon on n'a pas le droit de le créer. mkdir hack, on va l'appeler. Hop, je me suis raté dans mon mot de passe. Voilà. On a un hack, donc ça va être notre répertoire qui va nous servir en fait pour recevoir le montage de la machine distante. Et donc une fois que c'est fait, sudo mount. Voilà, donc la commande c'est, je vais zoomer peut-être un peu plus. Voilà. Donc sudo mount, l'IP cible, son point de montage qu'on a trouvé juste ici, /opt/conf, ou ça, dans l'endroit où on a créé le répertoire, ici, /mnt/hack. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, si je vais dans hack, j'ai le point de montage de la machine distante. Alors, on va juste agrandir un peu. Voilà. Et pour voir en fait tout ce qu'il y a dessus, ce que je vais utiliser, c'est la commande tree. Ça va me faire une petite arborescence de tous les fichiers que l'on peut trouver dessus. Donc on voit qu'on a des fichiers shell et surtout des fichiers de conf. Et celui qui va nous intéresser ici, c'est le fichier de configuration de Redis, parce qu'on a vu ici que l'on avait un Redis qui tournait. Alors pour expliquer un peu ce que c'est, si je tape Redis dans Google, on voit que Redis est un système de gestion de base de données clé-valeur extensible. Donc en fait, on va pas faire du select étoile from machin. Ce sont des commandes un peu particulières que l'on verra juste après. Donc on retourne ici, on voit qu'on a un fichier de conf Redis. Bon. cd Redis. Voilà. Ici on a quoi? Le fichier de conf. On va se le copier dans notre répertoire. Voilà, cp Redis là-dedans. Comme ça, cet endroit-là, on n'en a plus besoin. Et d'ailleurs, comme on n'en a plus besoin, on va faire un sudo umount, parce que ça sert à rien qu'on garde le point de montage. Voilà. Cette fenêtre, on n'en a plus besoin. Donc ici, on a notre redis.conf. Alors, cat redis.conf. Ici, c'est énormément de lignes avec de la conf et beaucoup de commentaires. Donc, ce que l'on peut faire déjà, c'est dégager toutes les lignes avec un grep-v. Normalement, le grep va chercher ce qu'on lui passe en paramètres. Le "-v", ça veut dire prendre tout sauf ce qui contient dièse. Ici, les dièses sont les lignes commentées. On se retrouve avec moins de lignes. On peut aussi faire un pipe cat-s pour qu'en fait, il réduise à un seul saut de ligne des cas où il y en a plusieurs. Et donc, on se retrouve avec, voilà, tout plein de paramètres. Et il y a un paramètre qui nous semble intéressant qui s'appelle require pass. Voilà. C'est le mot de passe, en fait, que Redis va nous demander pour être authentifié et donc taper différentes commandes. Donc, celui-là, on va le sauvegarder quelque part. Je vais le mettre là. Voilà. Et donc, nous allons pouvoir commencer à exploiter la base Redis. Pour cela, il existe une application qui s'appelle Redis CLI, dans laquelle on lui passe un "-h", donc le hôte, hack.thm. J'appuie sur Entrée, et effectivement, on est connecté au port 6379, qui est bien le port Redis que Nmap nous a trouvé. Donc, on est connecté. Alors, si on ne connaît pas les commandes, on peut faire du Redis énumération. Et si on prend le premier lien qui nous sort, on va nous expliquer un peu les différents trucs que l'on peut faire pour se connecter. Donc là, on nous explique, blablabla, Redis, que l'on peut s'authentifier. Alors attendez, c'est
C'est où, c'est où, c'est où, c'est où? On aurait par exemple info. Info est une commande de Redis. Donc si je tape info, là on me dit authentification required. Je vais remonter un peu, voilà. Alors comment est-ce qu'on s'authentifie sur Redis? Redis, il faut taper hôte. Hôte, et on voit qu'on nous demande un username qui est optionnel et un password. Alors on va aller récupérer le mot de passe que l'on avait trouvé. Voilà. On va le mettre là. Et on voit OK. On est bien authentifié sur leur service Redis. Donc si je tape info, effectivement, ici, j'ai toutes les informations de la machine. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut faire comme énumération? Client list, config get. Alors tout ça, on s'en fiche. Voilà, dumping database. Select 1. D'où vient ce 1? En fait, ce 1, on le voit ici. Quand on a fait info, on a un keyspace. Je peux zoomer, non, peut-être? Ce sera plus sympa, ouais. Voilà. On a un keyspace qui nous dit DB0, DB1, et en fait, ce numéro 01, c'est le numéro qu'on passe au select. Ici, on l'a là, le keyspace, on voit DB0. Donc, si je fais un select 1, voilà, OK, je suis connecté à cette base de données. Ensuite, keys étoile. Keys étoile. Empty array. Alors, effectivement, j'ai fait mon boulet, j'ai fait un select 1 alors que c'est un select 0. Voilà, donc si je fais un keys étoile, voilà, ici, on voit que l'on a 5 entrées. Temp, int, internal flag, que l'on avait. Deuxième question à répondre. Alors, ben on va aller voir ça. Internal flag, alors comment on récupère ça? On a la commande get et la clé. Et ben on va faire get internal flag et effectivement on obtient notre flag. On va refaire, voilà, donc on a eu notre deuxième flag. Donc ici on a d'autres bases à regarder et en fait celle qui est intéressante c'est celle-là. Donc la commande c'était get auth list. Et là, on nous dit wrong type, opération against key, wrong kind value. Ce qui veut dire qu'en fait, ça, on ne peut pas le récupérer avec get. Mais il doit y avoir d'autres méthodes, en fait. Et donc, si on regarde un peu plus bas, ici, on voit, là, si on obtient ça, ça veut dire que c'est pas le get. On va taper type. Type pour savoir ce que c'est. Alors, type, c'est une liste. OK. Donc, on peut faire liste de hotlist. Si je fais ça, ça marche pas. Pourquoi? Parce que c'est pas liste, c'est lrange. Donc, hop, lrange. Et là, on nous demande la clé start top. Donc, la clé hotlist 0-1. 0-1. Et là, on obtient 4 fois la même valeur, qui est une valeur en fait chiffrée, qui est en fait une valeur encodée. Et on peut voir que comme elle finit par 2 égales, c'est un padding qui nous indique que ça, c'est du base 64. On va aller déchiffrer ça, on n'a plus besoin d'être sur Redis. Pour faire ça en local, on fait un echo de notre valeur, pipe base 64-d. Et là, on obtient un petit message, Authorization for AirSync Connect, tac tac, with password, et on obtient un nouveau mot de passe. On va le sauvegarder. Voilà. Et on nous parle de AirSync. Qu'est-ce qu'on avait vu dans notre map? C'est qu'on a un service AirSync qui tourne. Donc on va pouvoir faire exploiter la machine, communiquer avec elle en faisant du AirSync. Alors, comment énumérer du AirSync? Pour cela, on va aller faire AirSync enum. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Donc ici on en a plusieurs. Allez hop, on va ouvrir ces deux. Peut-être qu'on en aura besoin que de un. Il se lance celui-là. Comment est-ce qu'on va exploiter du AirSync? Peut-être pas. Fais voir celui-là. Allez, et en plus c'est zoomé, on voit quelque chose. Alors, banner manual communication.
NC, on va utiliser Netcat avec l'adresse IP et son port 873. Donc on va aller, et c'était bien ça, 873 exactement. Alors, on monte là-haut, NC, on va juste prendre V, parce que N signifie qu'on ne veut pas de nom de domaine. Nous, on a un hack.thm, donc on va revirer le point N, enfin le tiret N, et c'est parti. Donc là, on se connecte. On voit blablabla machin. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Then you send the same info. Il faut renvoyer la même chose. Voilà. C'est fait. Et enfin, on peut taper un dièse list. Dièse list. Et là, donc, hop, on obtient un chemin, files, necessary home interaction. OK. Donc en fait, on peut faire un rsync, le service rsync derrière, et connecter un répertoire, enfin un chemin, qui s'appelle files. Et donc, on va continuer de ce qu'ils nous disent. Ici, rsync, voilà, une belle commande. On va voir ça. Et on va la customiser pour en faire une commande comme on veut. Donc, rsync-av, voilà, du verbose et A pour all, --list only, on va rien synchroniser. On veut juste voir ce qu'il y a sur le serveur avec l'adresse rsync connect. Voilà, on va prendre ça. L'adresse IP, c'est hack.thm. Voilà, et bien écoutez, et techniquement, on veut que ce soit dans ce qu'on a trouvé, /files. Et bien c'est parti, on va tester cette commande. Fail connect, connexion refused. Oui, forcément. Parce que c'est pas 8730, c'est 873. Et là, on me demande un mot de passe. Ok, on en a un ici que l'on a récupéré. Est-ce que ça passe? Effectivement, on obtient tout un répertoire. Répertoire 6 internal. On voit en fait, c'est le répertoire home d'un utilisateur qui s'appellerait sysinternal. Donc comment faire pour exploiter ça? Rien de plus simple, on voit qu'on a accès en fait à un répertoire /.ss. Alors, ce que l'on peut faire, c'est le récupérer. On va faire ça, comme ça on va pouvoir l'analyser chez nous. Donc ça, et on veut le mettre dans, à cet endroit-là, on va l'appeler rsync. Voilà. On nous demande le mot de passe. Voilà. Donc si on regarde, ici on a un répertoire rsync qui a été créé. cd rsync et cd sysinternal. Et là, on a tout récupéré. On a récupéré tout son répertoire home. On peut voir que d'ailleurs, on a le flag user, donc cat user.text. On récupère son flag user, qui est la troisième question. Alors, on va revoir, voilà. Et là, ce qu'on peut faire, c'est de voir ce qu'on va pouvoir exploiter. On remarque qu'ici, on a accès à son répertoire.ssh. Cela dit, si je regarde ce qu'il y a dessus, dedans, il n'y a absolument rien. Mais c'est pas grave, on a rsync, donc on peut écrire aussi chez lui. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va envoyer un fichier authorized.key avec notre clé publique, ce qui nous permettra en fait de nous connecter sans mot de passe via SSH, parce qu'on a vu qu'il y avait le service SSH qui tournait derrière. Donc, et le chemin, c'est sysinternal.ssh. Donc, pour cela, ce que l'on va faire, on va générer une clé ssh-keygen, tout simplement. Voilà, on nous demande où est-ce que l'on veut mettre notre nouvelle clé. Ici, on va la mettre dans notre /temp/internal, et on va l'appeler id RSA. On va pas faire dans l'originalité. Passphrase aucune. Voilà. Et donc, si on regarde, hop, 2 crans plus loin, on voit que notre ID RSA a été généré. Ensuite, donc, on va faire un petit cat de notre ID RSA.pub dans un authorized key. Voilà, il est là. Authorized key. On va
le changer. Chmod 600 authorize key pour qu'il ait les bons droits pour être utilisé une fois qu'il sera envoyé sur la machine. Voilà, et donc ici, si on fait un 4 dessus, on a bien notre clé, notre nouvelle clé qui a été générée. Et bien il n'y a plus qu'à l'envoyer sur la machine. Pour cela, on va se fabriquer notre commande. Donc, on a, hop, on va se remettre un peu là. On enlève ça. Ici, on aura notre authorized keys. Voilà. Vers rsync, blablabla, blablabla. Ici, alors pas slash files. Slash, on avait dit que c'était sysinternal. Alors, je dois l'avoir par là. Voilà. Ici. /.ssh. Donc là, on lui demande de copier, de faire un rsync en fait, d'une synchronisation de ce fichier vers ce service file sysinternal ssh. Allez, et oui, si tout marche bien, on va remonter le mot de passe que l'on a là. Voilà. Et donc ça semble avoir fonctionné. On va pouvoir le vérifier avec le rsync. C'est --read only, si je ne me trompe pas, list only. Presque. Alors, list only. On va retaper notre mot de passe. Allez hop. Et effectivement, on voit que sur la machine, on a copié notre authorize key. Ce qui veut dire que comme on a le service SSH qui tourne, on devrait pouvoir faire SSH 6. Le nom de l'utilisateur, c'était quoi? Sysinternal. Alors, on va plutôt faire un -i. Voilà. IDRSA, sysinternal. Je vais copier. @hack.thr. Voilà. Donc, on a SSH-i IDRSA. Là, on lui dit d'utiliser notre clé sur la machine hack.thm avec l'user sysinternal. Alors ça, c'est parce que je l'ai déjà utilisé. Il suffit de faire, là, voilà, hop, 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 un SSH keygen, parce que j'ai déjà une clé attribuée au hack.thm dans mon fichier non-host. Donc, on l'efface et on recommence notre commande. Là, on met yes. En fait, c'est là où on dit, on l'enregistre dans le non-host. Yes. Et on est connecté sur la machine. Voilà. Et donc là, effectivement, si on regarde sur l'user, on a le user.text. Et donc maintenant, il faut trouver comment devenir root. Alors, pour cela, ce que l'on va faire, c'est qu'on va le mettre en /temp et on va y envoyer un linpiz. Alors, linpiz, c'est pas ça, c'est celui-là qui va nous faire de l'énumération sur cette machine. Voilà. Alors, chmod +x linpiz. Et on va le lancer, linpiz, et on va quand même enregistrer sa sortie dans un fichier. Alors, linpiz a fini. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant ici? Alors, bien sûr, tout en haut, on voit que la machine est sensible au PwnKit. On ne va pas l'utiliser, ce serait trop facile. On va se le garder. Attendez, hop là. Où est-ce que j'ai vu un truc qui pourrait être intéressant? C'est pas par là. Ok. Linpiz va nous servir pour plus tard. Vous allez comprendre pourquoi. On va énumérer un peu la machine, se balader dessus. Et en fait, en se baladant dessus, je vais remonter. Si on va dans slash et qu'on fait un ll, on voit un répertoire qui sort de l'ordinaire là-dedans qui s'appelle TeamCity. Alors, qu'est-ce que TeamCity? On va regarder sur Google. TeamCity. TeamCity, c'est un serveur de CI/CD fait par JetBrains. Qu'est-ce que le CI/CD? Continuous Integration, Continuous Deployment. C'est des systèmes où en fait, comment expliquer ça?
qui va servir en fait à automatiser, c'est des outils DevOps, ça va automatiser de l'analyse de code, voilà, quand on fait du développement, pour vérifier qu'il ne contient pas d'erreur et il est conforme à différentes règles. Ça, c'est la partie CI. Et la partie CD, c'est une fois que tout est OK, va automatiquement déployer ce code au bon endroit, en int, en val, en prod. Voilà, comme ça évite les actions manuelles. On automatise tout. Et c'est ça qu'il va falloir exploiter. Donc, on va aller dans TeamCity et on va regarder. Ici, on a un TeamCity.readme. Alors, avec un less, voilà, on a un TeamCity.readme. Qu'est-ce qu'il nous dit le TeamCity? Le TeamCity, to run a TeamCity server, an agent in console, là, par défaut, TeamCity will run in a browser, localhost, sur la machine, sur un port 80 sous Windows ou 8111 sous Linux. Donc en fait, si TeamCity tourne, il tourne sur le port 8111. Ok. On peut déjà essayer de voir si TeamCity tourne. Alors si on fait un ps-edf pipe grep-i TeamCity, effectivement, on voit que ça a été lancé, que c'est SH. Regardez, hop, le serveur tourne. Et donc, il nous dit apparemment, il serait sur le port 8111. C'est là où ça va nous servir d'avoir enregistré les logs de linpiz. C'est-à-dire que si je vais dans le temp, ici j'ai mes logs linpiz. On va faire un grep du 8111 des logs de linpiz. Et on voit effectivement qu'à l'intérieur, on a un service. Alors ici, il ne nous dit pas quoi, mais on a un service qui tourne en local sur le port 8111. Donc notre travail va être de faire en sorte que l'on puisse accéder à l'interface web sur ce port-là à partir de notre Kali pour ce service qui tourne sur la machine victime. Pour cela, on va utiliser une spécificité de la commande SSH. Donc je vais me déloguer, voilà. Et donc on va retaper SSH et la commande c'est avec un "-l". Voilà, "-l", ça veut dire crée-nous un tunnel à partir du port 8111, c'est-à-dire que si moi, chez moi, je me connecte du port 8111, alors sur la machine distante, tu te connecteras sur 127.0.0.1 ou localhost sur le port 8111. On va lancer ça. Hop, j'en ai oublié le reste de la commande. Voilà, donc là, on est reconnecté en SSH, mais en plus, avec ce tunnel. C'est un tunnel HTTP. Ok, donc il nous suffit en fait de faire un HTTP, localhost, hop, 8111. Donc voilà, moi ici en fait, mon tunnel SSH, mon tunnel HTTP, il s'est dit, ah, on essaye d'accéder au 8111, moi on m'a dit, le 8111, tu le rediriges vers la machine victime. Et donc si je lance ça, je tombe sur le service TeamCity de la machine victime. Par contre, je n'ai aucun username, aucun password. Par contre, là, login as super user to create an administrator account. Ok, donc super user, et là, on nous demande un token, que l'on n'a pas. Mais rappelez-vous, on a accès à la machine. Donc on peut essayer de voir si on ne trouve pas un token. En fait, si, on peut trouver un token, et ce, à un endroit bien particulier. Donc on va revenir dans TeamCity, dans des logs. On va aller dans les logs, et ici, les logs importantes, qui sont toujours les mêmes en fait dans des services Tomcat, c'est le catalina.out. On va faire un grep-i de token, donc -i pour être insensible à la caste, sur le catalina.out. On sait jamais, peut-être que ça a été logué. Et effectivement, on voit le Super User Authentication Token, tac tac, empty with token, to access the server. Donc on a différents tokens que l'on peut essayer pour se connecter. Donc si par exemple je prends le premier, login, ça ne marche pas. C'est pas grave, on en a d'autres. Celui-là, c'est le même. On a celui-là. On va pas tous les tester. Le bon, c'est celui-là. Si je fais login,
effectivement, on est rentré sur leur système de CI/CD. Bon, ben, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Ici, comment fonctionne le CI/CD? Le CI/CD, en fait, on va lui demander d'exécuter des actions de façon automatique qui, sur différentes parties de code qui seront envoyées. Tout ça est automatique. Et c'est exécuté à quel endroit? Sur la machine. Avec TeamCity, on a moyen donc de lui définir nous-mêmes les checks qu'on veut qu'il exécute. Ce que l'on va faire, c'est que comme check, on va lui demander de lancer un reverse shell. C'est-à-dire que chez nous, quand on obtiendra le shell, comme c'est exécuté en tant que super user, c'est-à-dire root, on devrait obtenir un reverse shell en tant que root. Alors pour cela, différentes méthodes à faire. Donc ici, on voit qu'il n'y a aucun projet de créer, rien du tout. Ben, on va créer un projet. Manuel. Le nom, on va l'appeler Kikou. Et on crée notre projet. Donc voilà, là, on a notre premier projet qui est créé. Ensuite, on va créer une configuration de build. Un build, voilà, c'est des commandes qui seront exécutées quand les builds quand il faudra faire des builds. Créer une configuration, on va l'appeler en sort Kikou. Voilà, et on crée. Voilà, donc cette partie, on s'en fiche complètement. Et là, on arrive sur l'interface qui nous permet en fait de définir différents checks, différents codes à exécuter quand il y a des builds qui arrivent. On va aller dans Build Steps et rajouter un build. Voilà. Et là, il nous demande qu'est-ce que vous voulez lancer? Un upload FTP, du Gradle, du Maven. Il y a tout un tas d'options. Et on voit ici qu'on peut lancer une command line. C'est-à-dire que dès qu'un build arrive, on lance une ligne de commande. Voilà. Et ici, on nous demande un custom script. Et c'est là où on va lancer notre reverse shell. Alors, pour le reverse shell, on va prendre, hop, je vais m'en prendre un de chez moi. Je suis bien zoomé là ou pas? Pour le plus? Ouais, c'est pas mal. Alors, reverse shell, celui que j'aime bien et qui marche très bien, c'est celui-là. Hop, on va se préparer notre commande ici. Voilà. Il me faut mon adresse IP. Alors, pour mon adresse IP, hop, mon IP. Petit script que je me suis fait, rapide, pour obtenir mon adresse IP de façon simple, qui en fait met en forme le IP-A-A, tout simplement. Voilà, qui donne tout ça. Mais au moins, en faisant ça, j'ai directement les informations dont j'ai besoin. Je n'ai qu'à double-cliquer pour les avoir. Alors, on va mettre ça ici. Voilà, sur le port 1, 2, 3, 4. On va prendre cette commande et on va la mettre ici. Voilà. Et faire un petit save. Voilà. Donc, notre ligne de commande est prête. You can now run the first build on this build configuration. Et bien, c'est ce qu'on va faire. On va ici, on n'en a plus vraiment besoin. Aïe, non, si, on en avait besoin. Voilà, du coup. Mauvais réflexe de CTRL D, de quitter. En fait, on en a besoin, vu qu'on a besoin quand même du service qui tourne derrière. D'ailleurs, est-ce que je ne l'ai pas perdu? Non, c'est bon, il tourne toujours. Ok, donc il est là. Donc on va ouvrir une nouvelle fenêtre. Et ici, on va faire un netcat. On va attendre une connexion sur le port 1, 2, 3, 4. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que quand je vais lancer run, lui, sur la machine, il va exécuter cette commande. Pourquoi il va le faire? Je suis super user, c'est-à-dire que je suis connecté à ce service en tant que root. Donc pour lui, il va pas se poser de questions. Et ben c'est parti. Si je fais quoi, je fais ça. Non, allez hop, on va faire celui-là. Run. Boum, voilà. Il a tourné. Et une connexion a été faite. C'est-à-dire qu'ici, je suis root. Je n'ai plus qu'à aller dans slash root. Ah, alors ça, non. Slash root. ls, un cat root.text. Et j'ai mon flag root. Bon, bah voilà. Bah j'espère que cette machine vous a plu.
et que ça vous a bien amusé autant que moi, ça, elle m'a amusé. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss!